Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui l'activité technologique sur la recherche des anticorps irréguliers que nous aurions dû faire en TP cette semaine. On va commencer d'abord par voir les aspects théoriques et notamment on fera un rappel sur les anticorps. On fera ensuite un rappel ou une explication sur l'immunisation post-transfusionnelle, sur l'immunisation fœto-maternelle et sur la maladie hémolytique du nouveau-né. Une fois qu'on aura vu tous ces rappels théoriques, on verra pourquoi on recherche les anticorps irréguliers et comment on les recherche. Pour commencer le rappel sur les anticorps, on va d'abord distinguer deux types d'anticorps, donc les anticorps naturels et les anticorps humains. Les anticorps naturels, ce sont des anticorps qu'on va trouver de façon naturelle dans l'organisme, de façon spontanée. Ils sont là sans même qu'il y ait eu un contact avec l'antigène. Donc on n'a pas de stimulation préalable avec un antigène exogène. Ces anticorps, vous les connaissez, puisque c'est des anticorps qu'on va retrouver dans le système du groupage ABO et qu'on a déjà vu. Ces anticorps sont souvent de nature IgM, ils sont complets, agglutinants, donc directement en milieu salin. Une autre caractéristique de ces anticorps qui va être importante, c'est qu'ils ne traversent pas la barrière placentaire. On a vu également que c'était des anticorps froids. On verra par la suite que ces anticorps naturels peuvent être aussi bien réguliers que irréguliers. Si on regarde maintenant l'autre caractéristique, ce sont les anticorps humains. Les anticorps humains, attention, ceux-ci, effectivement, ils ne seront pas présents de façon naturelle dans l'organisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces anticorps humains, ils auront été sécrétés suite à une stimulation antigénique de l'organisme. Cette stimulation antigénique, elle est due soit à un antigène exogène, et à ce moment-là on parle d'hétéroimmunisation ou d'alloimmunisation, soit d'un auto-antigène faisant partie du soi, et on parle alors d'auto-immunisation. La nature de cet anticorps, elle est généralement celle d'un IgG. Les caractéristiques des anticorps humains, c'est que ce sont souvent des anticorps incomplets, donc agglutinants en milieu albumineux ou par l'ajout d'un artifice. Ces anticorps humains, ils ont la caractéristique de traverser la barrière placentaire. Ce sont des anticorps chauds qui sont actifs à 37 degrés. On peut également classer les anticorps en réguliers ou irréguliers suivant la présence constante et systématique des anticorps dans l'organisme, c'est le cas des anticorps réguliers, et ceci alors même qu'il n'y a pas d'antigène correspondant. Ça on l'a vu effectivement lorsqu'on recherche pour le groupage ABO les anticorps naturels réguliers, anticorps anti-A, anticorps anti-B dans le sérum des patients. C'est l'épreuve sérique qu'on a vue ensemble qui permet de déterminer le groupe sanguin ABO. Les anticorps irréguliers, eux, sont présents de façon, par définition, non permanente, c'est-à-dire qu'on peut les retrouver ou non dans le sérum du patient. Ces anticorps irréguliers, on va pouvoir distinguer les anticorps naturels irréguliers, et c'est le cas par exemple de l'anticorps anti-A1, qui va se retrouver chez les personnes qui sont de groupe A2 ou A2B, ou pas, puisque par définition un anticorps irrégulier peut être présent ou non dans le sérum. Et les anticorps humains irréguliers, on peut citer par exemple l'anticorps qu'on connaît très bien, qui est l'anticorps anti-D, chez les sujets rhésus-. Ces sujets rhésus-, il faudra bien sûr pour des anticorps humains qu'ils aient été en contact avec l'antigène grand D. On verra les cas pour lesquels on peut avoir un contact justement avec l'antigène grand D. Maintenant qu'on a fait ces rappels sur les anticorps, on va un petit peu plus détailler les anticorps irréguliers. Les anticorps irréguliers, donc, comme on vient de le voir, peuvent exister
sans immunisation préalable. C'est le cas des anticorps naturels irréguliers. Ce sont donc des IgM qui correspondent, comme on l'a déjà dit, à des agglutinines froides agglutinant en milieu salin directement. Les IgM, on sait qu'on n'a pas besoin d'un artifice pour qu'elles agglutinent. On cite tous les exemples ici qui sont l'anticorps anti-A1, l'anticorps anti-H, on verra les anticorps anti-Lewis, anti-P1, anti-M et anti-grand M. On distingue également les anticorps irréguliers, cette fois-ci IMA, donc pour lesquels on a eu une immunisation préalable, un contact avec l'antigène, je rappelle, avant. Ces anticorps IMA irréguliers correspondent à des IgG. Ce sont donc des agglutinines chaudes qui n'agglutinent pas directement, mais qui ont besoin d'un artifice pour agglutiner. Donc c'est bien une agglutination indirecte. On va retrouver là tout le système Rhésus qu'on a vu, c'est-à-dire les anticorps anti-grand D, anti-grand C, anti-petit c, anti-grand E et anti-petit e, les anticorps anti-grand K du système Kiel et les anticorps anti-KID. Les anticorps naturels irréguliers sont présents chez les personnes pour lesquelles l'antigène n'est pas correspondant, n'est pas présent sur leur globule rouge. Donc on va avoir des anticorps naturels, irréguliers, anti-Lewis A chez les individus qui ne possèdent pas, évidemment, l'antigène Lewis A. Les anticorps anti-H sont retrouvés chez les individus Bombay, qu'on a déjà vu, groupe un peu particulier, et les anticorps anti-A1, on l'a déjà dit, chez les individus de groupe A2 ou A2B. Autre type d'anticorps qu'on va détailler ici, ce sont les anticorps immuns irréguliers. Donc les anticorps immuns, on vient de voir que c'est des anticorps qui étaient fabriqués suite à un contact avec un antigène. Dans quel cas on peut avoir un contact avec un antigène? Eh bien, dans le cas où un patient a besoin d'une transfusion sanguine, il va recevoir des hématies d'un donneur et lui-même peut fabriquer des anticorps dirigés contre les hématies de ce donneur. Donc on aura à ce moment-là des anticorps irréguliers, IMA. Autre cas où on peut avoir aussi fabrication d'anticorps irréguliers, eh bien c'est dans le cas de l'immunisation fœto-maternelle. Une femme peut s'immuniser contre les hématies de son enfant. Alors à quel moment elle va le faire? On le verra un petit peu dans la suite de cette présentation. On va parler ici de l'immunisation après une transfusion. Donc après une transfusion, un receveur peut s'immuniser contre des antigènes qui provenaient du donneur. Ce qu'on a pu constater, c'est que les antigènes ne sont pas tous équivalents. Il y a des antigènes qui sont plus immunogènes que d'autres. Et notamment dans le système Rhésus, on constate que l'antigène grand D est l'un des principaux antigènes qui va entraîner une immunisation importante et la fabrication d'anticorps anti-grand D. Ensuite, on va retrouver les antigènes grand E et les antigènes petit c. Donc, ils n'ont pas tous le même pouvoir immunogène. De la même façon, dans les autres systèmes, on voit aussi qu'il y a une hiérarchie. Le système Rhésus va être celui qui est le plus immunogène par rapport au système Lewis, au système P1 ou au système Kiel. Les anticorps irréguliers peuvent être responsables d'accidents transfusionnels. Il y a deux mécanismes qu'on distingue, soit c'est l'hémolyse intravasculaire aiguë, soit c'est l'hémolyse intratissulaire. Alors comment est-ce que ça se passe? Pour l'hémolyse intravasculaire aiguë, eh bien les anticorps irréguliers qui sont présents donc, dans le plasma du receveur vont former avec les hématies du donneur un complexe IMA. Ce complexe IMA va ensuite
activer le complément. L'activation du complément et notamment le complexe d'attaque membranaire vont entraîner la lyse des hématies. C'est le cas notamment du système KID avec les anticorps anti-JKA. Ces anticorps anti-JKA vont entraîner la lyse du donneur dans le système circulatoire. Donc, et finalement, vont entraîner l'inverse de ce qu'on voulait au départ. Deuxième mécanisme qu'on rencontre cette fois-ci dans le système Rhésus, par exemple, contre les antigènes du système Rhésus, c'est l'hémolyse intratissulaire. Comment est-ce que ça se passe? C'est un peu plus courant. Eh bien, les anticorps qui sont fixés sur les globules rouges vont se fixer sur les macrophages au niveau du foie ou au niveau de la rate, sur des récepteurs particuliers qui sont les récepteurs des opsonines. Ces récepteurs des opsonines, qui sont situés donc à la surface des macrophages, vont entraîner ensuite la phagocytose. C'est une phagocytose qui va être accélérée du fait de la présence de ces opsonines, de l'ensemble du globule rouge et, au final, évidemment, de la lyse des globules rouges. Quels sont les moyens pour prévenir les accidents post-transfusionnels? Eh bien, pour éviter ces accidents, il faut tout d'abord très bien connaître le groupage du sang du receveur. Ça permettra de savoir, finalement, quels sont les anticorps irréguliers que ce donneur est susceptible d'avoir dans son plasma. On va faire ensuite la recherche de ces anticorps irréguliers, anti-érythrocytaires, ce qu'on appelle les RAI. Cette recherche des anticorps irréguliers, on va voir par la suite comment est-ce qu'elle se passe, mais elle permet de connaître déjà, avant la transfusion, si le receveur possède des anticorps qui peuvent être dirigés ensuite contre les antigènes du donneur. On fait également ce qu'on appelle une épreuve de compatibilité au laboratoire. Ça veut dire qu'on va tester le sang du donneur et le sang du récepteur pour pouvoir voir si justement il n'y a pas des anticorps qui peuvent réagir contre les antigènes du donneur. On fait généralement un dernier contrôle, ce qu'on appelle un contrôle ultime au lit du malade. C'est une épreuve rapide qu'on va faire juste avant de réaliser la transfusion. Pour expliquer l'immunisation fœto-maternelle, je vais prendre l'exemple du système Rhésus. Donc, ça se passe donc chez une femme qui est enceinte et qui est elle-même Rhésus-. Elle est Rhésus-, donc ça veut dire que sur ses globules rouges, elle n'a pas l'antigène grand. Elle va porter un enfant, un fœtus, qui, lui, est susceptible de posséder l'antigène grand D. Surtout si l'antigène grand D venant à ce moment-là du père. Ce fœtus donc va fabriquer ses globules rouges avec l'antigène grand D à sa surface. La grossesse se déroule. Une fois la première grossesse donc terminée, se passe l'accouchement. Au moment de l'accouchement, des globules rouges de l'enfant Rhésus+ peuvent être en contact avec le système immunitaire de la mère et sont reconnus par ce système immunitaire comme étant du non-soi. Il va s'en suivre une réponse immunitaire spécifique et la fabrication par les cellules immunitaires, notamment un lymphocyte B qui se transforme ensuite en plasmocyte, d'anticorps. Ces anticorps, lors de cette réponse primaire, sont des anticorps de type IgM, qui ne passent pas la barrière placentaire. Il va y avoir aussi fabrication de cellules immunitaires à mémoire. Lors d'une seconde grossesse, la mère peut à nouveau porter un enfant qui
va fabriquer des globules rouges possédant l'antigène grand D. Donc, un fœtus toujours qui sera rhésus plus. La mère va avoir dans son système immunitaire des cellules mémoire qui vont fabriquer des anticorps, cette fois-ci des anticorps de type IgG, puisqu'on sera ici dans une réponse secondaire qui sera généralement plus importante que la réponse primaire, et ces anticorps de type IgG vont passer la barrière placentaire et attaquer les globules rouges du fœtus. Ces globules rouges du fœtus vont être du coup porteurs des anticorps de type IgG et peuvent entraîner une hémolyse due à l'activation du complément, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc lors de la première grossesse, pas de risque ici pour le bébé, puisque les anticorps fabriqués, on l'a vu, sont de type IgM et ne traversent pas la barrière placentaire. Alors que lors de la deuxième grossesse, ces anticorps peuvent passer la barrière placentaire et du coup entraîner des hémolyses déjà au niveau fœtal. Ça entraîne ce qu'on appelle la maladie hémolytique du nouveau-né. Cette diapositive reprend ce que j'ai énoncé tout à l'heure dans l'explication. Elle parle aussi d'autres antigènes qui peuvent être mis en cause dans l'immunisation fœto-maternelle, comme l'antigène grand E, grand C ou KEL. Pour la maladie hémolytique du nouveau-né, il s'agit en fait d'une anémie hémolytique qui peut être plus ou moins sévère et qui est associée à un ictère. Alors un ictère, c'est quoi? C'est une pigmentation de la peau de couleur jaune. On parlait avant de jaunisse. Cet ictère, il est dû à la présence de bilirubine libre dans le sérum qui se trouve également aussi sous la peau. Cette anémie hémolytique peut provoquer éventuellement la mort éventuelle de l'enfant et donc ici c'est un cas de gravité. Parfois on peut être amené à faire des échanges de sang pour éviter que les conséquences soient dramatiques. Alors qu'est-ce qu'on fait justement en cas de suspicion de maladie hémolytique du nouveau-né? Eh bien on va rechercher les anticorps anti-grand D qui sont responsables en faisant des tests qu'on va étudier plus loin. Dans le sang maternel, on fait un test de Coombs qu'on dit indirect. On va rechercher les anticorps qui sont irréguliers. Et dans le sang fœtal, on va faire un test de Coombs direct, c'est-à-dire qu'on va rechercher les anticorps irréguliers fixés sur les globules rouges du fœtus. On va surveiller le conflit fœto-maternel lorsqu'il est décelé pour une femme rhésus-, en recherchant et en dosant les anticorps humains irréguliers. On peut les doser, on l'a vu juste avant, dans le sérum de la mère, en faisant une réaction de Coombs indirecte, on verra ça par la suite, et dans le sang du nouveau-né ou dans le sang du cordon ombilical, en faisant une épreuve globulaire, c'est une réaction de Coombs directe. Comment on prévient l'allo-immunisation fœto-maternelle? Deux éléments. Le test obligatoire lors de la déclaration de grossesse. C'est un groupage sanguin ABO avec un phénotype rhésus complet et phénotype KEL. Ce groupage sanguin va permettre de déterminer quels sont les antigènes qui sont portés par les globules rouges de la mère et
de ce fait pouvoir éliminer certains anticorps irréguliers, c'est ce qu'on verra par la suite, présents dans le sérum de la mère, sachant que la mère ne porte pas les anticorps qui sont dirigés contre ses propres globules rouges, généralement. La recherche d'agglutine irrégulière, c'est ce qu'on va voir dans la suite du TP. Pour les parturientes, c'est-à-dire les femmes qui vont accoucher résus-moins, enfin qui ont accouché, on réalise des injections d'anticorps anti-grand D tout de suite après l'accouchement pour éviter la formation des anticorps irréguliers. Quel va être l'effet de l'injection des anticorps anti-grand D? Eh bien, ces anticorps anti-grand D vont se fixer sur les hématies fétales qui sont porteuses de l'antigène grand D dans la circulation maternelle et entraîner une activation du complément et la destruction de ces globules rouges. Ainsi, le système immunitaire ne sera pas mis en place, et notamment les cellules mémoire qui entraînent ensuite la fabrication de la réponse secondaire. Dans quel cas on va rechercher les anticorps irréguliers? C'est ce qu'on va voir. On a vu que les anticorps irréguliers sont à l'origine de nombreux accidents transfusionnels, de la maladie hémolytique du nouveau-né et des rejets de greffe. C'est pourquoi on va tester justement et rechercher ces anticorps irréguliers avant toute transfusion sanguine pour éviter justement ces accidents transfusionnels, avant une greffe ou une transplantation d'organes pour éviter les rejets de greffe, et chez la femme enceinte, systématiquement au moins une fois si la patiente est Rhésus+, comme on l'a vu précédemment, et là où c'est vraiment plus embêtant, c'est quand la patiente est Rhésus-, et là on va le faire au moins à 4 reprises. Ceci pour éviter évidemment une maladie hémolytique du nouveau-né. Alors ces anticorps irréguliers, si on regarde ici, on a un tableau qui va les répertorier en fonction de leurs propriétés. Et on voit leurs propriétés d'agglutination, notamment en milieu salin, mais aussi par les deux techniques qui vont nous permettre justement de dépister et d'identifier ces anticorps irréguliers, qui sont l'agglutination en milieu papaïné et la réaction de Coombs indirecte. C'est intéressant de voir ici que certains anticorps peuvent être détectés par une technique, mais ne le sont pas forcément par l'autre. D'où la nécessité de réaliser, on verra, ces deux techniques lorsqu'on va faire la recherche des anticorps irréguliers. Un second tableau ici nous montre la fréquence de ces anticorps irréguliers. Vous voyez ici que suivant les systèmes, on n'aura pas la même fréquence de ces anticorps et le risque également ne sera pas exactement le même. Vous voyez aussi qu'il y a tout un panel d'anticorps qui sont recherchés. Quelles sont les étapes de recherche des anticorps irréguliers? Alors, juste avant, quand on avait fait le TP, on avait fait un phénotypage, je ne sais pas si vous vous souvenez, des globules rouges, c'est-à-dire qu'on avait recherché à la surface des globules rouges les antigènes. Ici, on est bien d'accord, ce qu'on recherche, c'est la présence éventuelle, puisque comme ce sont des anticorps irréguliers, d'anticorps dans le plasma. Quand on recherche des anticorps, on utilise des globules rouges pour pouvoir les révéler. Pour être sûr de révéler tous les anticorps irréguliers, on va utiliser des globules rouges test qui vont être porteurs d'antigènes érythrocytaires particuliers. Quelle va être la caractéristique de ces globules rouges test? Les globules rouges test sont des globules rouges qui seront des globules rouges de groupe O. Pourquoi ils sont de groupe O? Parce que vous savez que les globules rouges de groupe O possèdent simplement l'antigène H. Et quand on recherche les anticorps irréguliers, on ne va pas rechercher les anticorps anti-A ni les anticorps anti-B. D'où l'intérêt ici d'avoir des globules rouges de groupe O qui n'ont à la surface que leur antigène H. Du coup, la fixation des anticorps anti-A et anti-B ne se fera pas sur ces antigènes et donc sur ces globules rouges et ne gênera pas le dépistage et l'identification. Deux étapes dans la recherche des anticorps irréguliers. Une première étape qui va servir tout simplement à dire
est-ce qu'il y a présence d'un anticorps irrégulier ou est-ce qu'il y a absence de l'anticorps irrégulier. Cette étape, elle s'appelle l'étape de dépistage. Pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle un panel d'hématies de phénotype connu. Un panel, ça veut dire que ce sont des hématies qui possèdent à leur surface de nombreux antigènes. On a vu de tous les systèmes qu'on a déjà vus, des systèmes Rhesus, des systèmes Kell, des systèmes Lewis, des systèmes Kidd, etc. Ce panel d'hématies va permettre, normalement, en utilisant, alors comme tous les globules rouges, je ne peux pas avoir tous les antigènes, on va être obligé d'utiliser plusieurs lots de globules rouges. C'est ce qu'on appelle des panels. Et on va avoir normalement 3 lots au moins de globules rouges qui sont phénotypés pour pouvoir avoir la majorité, voire tous les antigènes de représenter avec tous ces panels. On va les tester avec le sérum du patient. Il est important d'employer 2 techniques de dépistage, comme on l'a vu tout à l'heure, la technique à la papaïne et la technique de Coombs. L'étape d'identification, elle ne se passe que si, au dépistage, on a pu dire, oui, il y a présence d'un anticorps irrégulier. On va voir que ce sont des réactions d'agglutination. S'il y a présence d'un anticorps irrégulier, à ce moment-là, on va passer à une deuxième étape qui sera une étape d'identification. Cette étape d'identification va faire appel à beaucoup plus de panels d'hématies, de phénotypes connus, 10 à 20 variétés, et on verra qu'il y a une technique pour pouvoir ensuite déterminer quels anticorps irréguliers sont présents dans le plasma du patient. Pour identifier cet anticorps irrégulier, on prendra en compte évidemment le contexte, savoir si une femme est multipare. Multipare, ça veut dire qu'elle a eu plusieurs enfants, d'accord, ou si on est dans le cadre d'un individu polytransfusé. Pourquoi? Parce que dans ces cas-là, on a été en contact éventuellement avec de nombreux antigènes et on a pu avoir la formation d'anticorps irréguliers IMA. Quelles sont les techniques employées pour les étapes de cette ERAI? Les techniques employées sont une réaction donc en milieu salin pour rechercher les IgM anticorps naturels irréguliers. Réaction de Coombs indirecte, on va voir comment est-ce qu'on utilise cette réaction de Coombs, comment elle se passe. Et une réaction avec des hématies qui sont d'abord pré-traitées, qui ont été pré-traitées avec des enzymes protéolytiques, comme la trypsine, la papaïne ou la broméline, qu'on a déjà vu d'ailleurs dans une fiche technique. Les témoins, évidemment, ils sont très importants pour toutes ces techniques. Pour chaque technique testée, il faut effectuer un témoin positif, un témoin négatif et un témoin auto. Je vais maintenant vous présenter les techniques qu'on va utiliser pour dépister et identifier les anticorps irréguliers. Première technique, c'est la réaction de Coombs indirecte. Cette réaction de Coombs indirecte, c'est une réaction d'agglutination active artificielle ou indirecte. Si on regarde la définition, on se souvient bien, une agglutination, c'est une réaction antigène-anticorps qui donne un complexe multiparticulaire, un agrégat visible à l'œil nu. Active, pourquoi active? Parce que l'antigène fait partie de la particule, partie intégrante de la particule, évidemment, puisqu'ici ce sont les antigènes qui sont sur la membrane du globule rouge, le globule rouge étant la particule. Artificielle ou indirecte, parce que nos anticorps qu'on va détecter sont des immunoglobulines G, qui sont des anticorps incomplets chauds. Et pour pouvoir les rendre agglutinants, on va utiliser un artifice. Cet artifice, c'est une antiglobuline humaine. Donc c'est un anticorps dirigé contre un autre anticorps. Donc c'est un anticorps de lapin ici qu'on utilise, anti-immunoglobuline humaine. Alors ici, je vous présente la technique. C'est une technique. On va présenter la technique en tube. Donc dans cette technique en tube,
on va mettre en présence les globules rouges de phénotype connu. On a vu tout à l'heure que ces globules rouges étaient de groupe O. Ils vont posséder à leur surface des antigènes, grand D, grand C, grand E éventuellement. Ça va dépendre évidemment de quelle liste sera utilisée. Ces antigènes sont donc présents à la surface des globules rouges et on va faire plusieurs tests, c'est-à-dire qu'on aura un tube qui aura des globules rouges de la liste 1, un tube qui aura des globules rouges de la liste 2, un tube qui aura des globules rouges de la liste 3 par exemple. Et puis on peut tester comme ça beaucoup de listes si on cherche justement à identifier. C'est pour ça qu'on appelle ça des panels. Ces globules rouges, alors on va prendre par exemple les globules rouges de la liste 1, sont mis en présence du sérum que l'on veut tester. Le sérum à tester, c'est le plasma du patient. Dans ce plasma du patient, il peut y avoir des anticorps irréguliers ou non. Ça va dépendre si le patient a été éventuellement en contact avec un antigène. S'il possède des anticorps irréguliers qui sont spécifiques des antigènes qui sont portés par les globules rouges de la liste 1 par exemple, eh bien on va les mettre en présence des globules rouges et on va les mettre à 37 degrés puisque ce sont des anticorps chauds et ces anticorps irréguliers vont venir se fixer sur les globules rouges. Les globules rouges qui ont les anticorps fixés sont dits sensibilisés. On est bien sûr ici dans le cas où la personne a un anticorps irrégulier qui est présent dans son plasma et du coup qui va se fixer sur ces globules rouges. Pour pouvoir voir si justement on a la présence de ces anticorps, alors je vais en mettre un autre pour bien montrer ici que on a par exemple plusieurs anticorps qui vont être fixés ici. On va ensuite rajouter l'artifice qui va nous permettre d'agglutiner les globules rouges. Alors avant de rajouter l'artifice, il faudra éliminer, puisque on peut avoir aussi dans le plasma du patient des anticorps qui ne sont pas dirigés contre les antigènes du globule rouge de la liste 1, présents dans le plasma du patient. Ces antigènes qui ne se sont pas fixés sur les globules rouges, il va falloir les éliminer. Pour cela, qu'est-ce qu'on va réaliser? On va tout simplement faire une centrifugation. Les globules rouges qui sont sensibilisés vont s'accumuler au fond du tube sous la force centrifuge et se retrouver au niveau du culot. On va éliminer les surnageants. On va rajouter de l'eau distillée pour à nouveau laver ces globules rouges. Et on va refaire une centrifugation. On aura un culot, on éliminera à nouveau le surnageant. On reprend le culot avec un peu d'eau physiologique et on rajoute, pour pouvoir voir s'il y a la présence d'une agglutination ou pas, les antiglobulines humaines qui vont venir se fixer sur les anticorps qui sont déjà fixés aux globules rouges du panel de la liste 1. À ce moment-là, on peut dire qu'il y a une agglutination active indirecte. S'il y a une agglutination active indirecte, c'est parce que il y avait bien présence des anticorps irréguliers dans le plasma du patient. Ici, ces diapositives, elles résument ce qu'on peut faire par exemple si on a 3 panels de globules rouges. Alors ici, j'ai le plasma du patient avec ses anticorps qui sont représentés. Et ici, j'ai les 3 listes. 1, 2, 3. Ici, il y a des antigènes qui sont connus. Je ne les ai pas dessinés comme on fait d'habitude avec nos petits carrés, nos petits ronds, mais il y a des antigènes qui sont connus, dont on sait exactement leur dénomination.
Les antigènes du globule rouge 2 peuvent être identiques à ceux-ci, mais généralement ils sont un peu différents pour qu'on puisse balayer tous les anticorps possibles. Et c'est pareil pour ceux de la liste 3. On voit ici, dans les différents scénarios, quand on a mis en présence les anticorps présents dans le plasma du patient, eh bien, on a vu que finalement, c'était uniquement les anticorps, c'était uniquement pour les antigènes de la liste 1 que les anticorps se sont fixés. Ici, ils ne se sont pas fixés parce que ce globule rouge n'a pas les mêmes antigènes que ce globule rouge-là et que ce globule rouge-ci. Ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, quand on va rajouter ensuite l'antiglobuline humaine, elle va permettre l'agglutination de ces globules rouges. Ceux-ci ne seront pas agglutinés et ceux-là non plus. Donc, dans le test de dépistage, ici, on pourra dire qu'il y a une agglutination, pas d'agglutination, pas d'agglutination. D'accord? On va mettre un plus ici, un moins ici, un moins ici. Du moment qu'il y a une agglutination, on peut dire qu'il y a la présence d'anticorps irréguliers. Imaginons ici que pour ce panel, on n'aurait aucune agglutination. Et bien à ce moment-là, on pourrait dire qu'il n'y a pas de présence d'anticorps irréguliers. Quelques petites remarques par rapport à cette technique. Il existe des variantes du Coombs. On peut utiliser des Coombs à base force ionique qui permettent d'augmenter la fixation des anticorps sur les antigènes et diminuer le temps de sensibilisation à 37 degrés. On peut faire aussi du Coombs sur des hématies qui sont trypsinées pour augmenter l'accessibilité des antigènes. Quels sont les inconvénients des techniques et variantes? L'inconvénient, c'est que certains anticorps irréguliers ne sont pas forcément détectés par cette technique. Présente maintenant le test aux enzymes protéolytiques, c'est la technique à la papaïne. Pour la technique à la papaïne, on est ici dans une agglutination active artificielle toujours, donc je ne redéfinis pas ce qu'on a dit tout à l'heure. La particularité ici, c'est que l'artifice qu'on va utiliser, c'est une enzyme protéolytique. Cette enzyme protéolytique, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va un petit peu, on va dire, ronger un petit peu les globules rouges pour augmenter l'accessibilité des sites antigéniques, donc des antigènes, diminuer le potentiel zeta, qu'on a déjà vu, un potentiel de répulsion entre les globules rouges, et diminuer aussi ce qu'on appelle l'encombrement stérique, c'est-à-dire effectivement la place, on va dire, pour que justement les anticorps puissent correctement se fixer et être accessibles, les antigènes être accessibles. Alors comme tout à l'heure, on a de représenter notre petit tube, c'est exactement la même chose que tout à l'heure, on va avoir nos différentes listes, évidemment, il n'y a qu'une seule liste par tube. L'action ici de l'artifice se fait en premier, contrairement à tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'on a la nécessité de traiter d'abord les globules rouges pour démasquer les antigènes. Alors, les enzymes sont représentées par les petits smileys que vous avez ici en violet, et elles vont agir sur les antigènes et les démasquer, les rendre plus accessibles. L'inconvénient, c'est que pour certains antigènes, ils pourront être détruits, donc à ce moment-là, ils seront évidemment, eux, moins accessibles. Ces globules rouges qui sont donc traités par ces enzymes vont ensuite être mis en présence du plasma du patient. Alors avant d'être mis en présence du plasma du patient, on élimine bien sûr en lavant comme tout à l'heure, en faisant des centrifugations et en éliminant le surnageant, en lavant les globules rouges pour ne garder que les globules rouges traités avec leurs antigènes qui sont correctement accessibles avec un potentiel zeta un petit peu diminué. On va les mettre en présence du plasma du patient et à 37 degrés puisqu'on est toujours ici dans les anticorps chauds. Qu'est-ce qui va se passer? Ici, le potentiel zeta étant diminué et l'accès aux antigènes étant amélioré,
on va avoir directement une agglutination artificielle qui va se faire. Quels sont les avantages? Les avantages, ce sont une augmentation de la puissance antigénique des antigènes du système Rhesus, une augmentation de la puissance antigénique des antigènes du système KID, et une augmentation de la puissance antigène du système Lewis quand on les traite par la FICI. Les inconvénients, eh bien, c'est que pour certains antigènes, on va altérer la puissance antigénique et on peut notamment détruire certains antigènes, comme on l'a vu tout à l'heure.